Les débats avec vous et pas de simulateur, on est en direct et avec vous, avec aujourd'hui Alex Darmon. Bonjour, vous êtes journaliste politique, vous êtes youtubeur, vous avez une chaîne YouTube. Youtubeur, à chaque fois, il faut changer ça, hein, Juliette, youtubeur. C'est lui qui l'est. Non, youtubeur, vous aimez pas youtubeur, vous aimez pas ce mot? Bah, je trouve que c'est un côté un peu, je sais pas, un peu junior. Alors votre chaîne, elle est, oui, influenceur, quoi. On voit McFly et Carlito. Donc vous avez une chaîne YouTube. Voilà, vous dirigez une chaîne YouTube qui s'appelle Les Indécis, qui est une chaîne politique, de débat politique tout à fait intéressante. Aurélie Taquilin, bonjour. Vous êtes conseillère régionale de La République En Marche d'Île-de-France. Noémie Alioua, vous êtes essayiste et journaliste pour I24 News. Bonjour. Et Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. On attend dans un petit instant Christiane Taubira qui a annoncé une conférence de presse. Que va-t-elle faire? Va-t-elle se déclarer candidate à la primaire d'une gauche réunie? Ça va tomber pendant l'émission, donc on va en parler. Avec quelle personnalité politique aimeriez-vous passer le réveillon? C'est un sondage IFOP, on va y revenir. On va parler d'Éric Zemmour qui hier soir était chez Cyril Hanouna face à Baba avec une dizaine de personnalités, 5 opposants et 5, on va dire, sympathisants. Et puis la vaccination pour les enfants, finalement, ce matin, on a appris qu'elle était possible pour les 5-11 ans. Allez-vous faire vacciner vos enfants? Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Évidemment, les parents sont les seuls décisionnaires. On en parle avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Aurélie Taquilin, on va commencer avec vous. Alors moi j'ai lancé hier le comité de soutien à l'action du président de la République à Courbevoie, dans la ville où je suis élue, et j'ai été touchée par un témoignage d'une courbevoisienne, Marie, j'espère qu'elle nous écoute ce matin, qui est écrivain public et qui accompagne les Français dans leur démarche administrative. Et je voulais rendre hommage parce qu'on ne parle pas assez de ces femmes, de ces hommes qui sont dans l'associatif, qui œuvrent au quotidien pour accompagner les Français. Bon, bah c'est une bonne initiative et en tout cas, ça mérite d'être souligné. Alors, on va passer au coup de gueule peut-être de Jean-Luc Benamias qui n'a rien à voir. Ah, pas vraiment, non. Vous habitez Marseille. Il y a encore une grève des poubelles sur Marseille. Ouais. Même quand je dis ça, là, tout le monde doit se dire mais c'est pas possible. Ben oui, c'est malheureusement possible. Et selon les quartiers, il y a plus ou moins grève. Mais dans le mien, par contre, il y a grève à plein temps, quoi. Donc ça fait une semaine que ça dure. Chacun se rappelle que il y a déjà un mois et demi, il y avait eu un énorme épisode de grève, plus des grosses pluies qui avaient pollué sérieusement les rivières de Marseille, plus l'ensemble des côtes. Voilà, moi je suis pas contre le droit de grève, vraiment pas. Mais à un moment donné, ça dépasse l'entendement parce que tout ça touche totalement au bien vivre, au mieux vivre et surtout au sanitaire au sens large du terme. Voilà. Ça m'amuse pas de redire ça sur Sud Radio et sur une grande chaîne de radio nationale. Mais malheureusement, c'est la réalité. Oui, oui, mais c'est alors hier on avait le débat sur la SNCF, le droit de grève, c'est toujours l'argument de dire s'ils font grève, c'est qu'on leur répond pas, etc. C'est pas tout à fait la même chose, j'entends bien. Un vrai débat. D'ailleurs, d'ailleurs la grève, vous avez vu que la grève a été levée après discussion et négociation. Oui. Le problème sur l'histoire des poubelles à Marseille, qui n'est pas que d'il y a un mois ou 2 mois, que de cette semaine. C'est que c'est un phénomène qui dure depuis des années. C'est-à-dire que la métropole qui gère l'ensemble des politiques de ramassage des ordures n'arrive pas à régler le problème avec l'ensemble des syndicats. À un moment donné, c'est absolument incompréhensible par le commun des citoyens dont je suis. Voilà. Non, mais vous avez raison de le souligner et on entend votre coup de gueule. Alex Darmon, un coup de cœur? Ouais, un coup de cœur, coup de gueule, c'est sur les matchs de football, en fait, l'arrêt des matchs de football en cas d'incident. Vous avez vu ces dernières semaines sur les terrains de foot de Ligue 1, les joueurs de foot qui prennent des bouteilles dans la tête parce qu'ils tirent un corner. Et enfin, j'ai envie de dire les pouvoirs publics se sont saisis de l'histoire et ont décidé maintenant d'interrompre les matchs au quelconque incident. Je trouve ça bien.
parce qu'il y a un moment, il faut que ça cesse. On va au stade avec, surtout en ce moment, avec les familles, avec les enfants, et le fait de voir ces images, c'est terrible. Et puis surtout, moi j'adore le foot, hein, vous le savez, j'adore aller au stade, j'adore la Ligue 1, et je me dis, c'est peut-être un peu égoïste, mais à force de faire ça, les joueurs ils vont se barrer en fait. Et on commence à avoir un championnat de football un peu intéressant avec un niveau assez attractif, et juste quand on commence à avoir ça, vous avez des abrutis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vous avez des abrutis qui balancent des projectiles sur les joueurs. Alors là en l'occurrence sur un seul joueur qui est Dimitri Payet. Alors je suis pour le PSG, mais honnêtement c'est un joueur fabuleux. On parlait de Marseille il y a quelques secondes. Ouais, mais enfin il n'y a pas de rationalité dans les abrutis qui font ça. Justement il n'y a pas de rationalité. Ce que je veux dire, c'est un joueur fabuleux, et les gens qui lui jettent des bouteilles dans la tête le soutiennent après sur les compétitions nationales quand il défend l'équipe de France. Donc ce sont des vrais abrutis. Voilà. Donc moi je trouve ça bien, je trouve que c'est encourageant. Donc la décision a été prise d'interrompre les matchs. Et puis surtout, d'interrompre les matchs au quelconque incident, tout le monde devra s'arrêter. Mais c'est surtout. Mais s'arrêter, ça veut dire quoi, que le match s'arrête complètement. Complètement. Tout le monde rentre au vestiaire, mais c'est complètement ubuesque qu'on doit attendre ça, que personne ne prenne des décisions, ni les présidents de club, ni les préfectures, ni les pouvoirs politiques jusqu'à aujourd'hui. Donc enfin, et j'espère que ça va quand même réveiller les consciences. Alors on va, je crois que Jean-Luc il aime bien le foot aussi, vous pourrez en dire un mot, et on se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour les débats. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Noémie Alioua. Pardon, j'ai des interférences dans mon casque. Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour I24. Aurélie Taquillin, conseillère régionale LREM d'Île-de-France. Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne YouTube s'appelle Les Indécis. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Christiane Taubira doit s'exprimer dans quelques instants. Que va-t-elle dire? Que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle veut se poser en candidate de la droite, de la gauche, pardon, unique? Oui, c'est un lapsus, ça arrive. Zemmour a-t-il eu raison d'aller chez Hanouna? Et qu'avez-vous pensé de cette émission dans laquelle Éric Zemmour était face à divers contradicteurs? Allez-vous vacciner vos enfants, puisque on vient d'apprendre que c'était désormais autorisé? Et puis avec quelle personnalité politique aimeriez-vous passer le réveillon? C'est un sondage IFOP, vous allez voir, on va vous révéler les résultats dans quelques instants. Alors peut-être un mot, Jean-Luc Benamias, sur le coup de cœur d'Alex Darmon sur l'interruption des matchs de foot au moindre incident. Je suis d'accord avec Alex, mais le problème, c'est que sur 50 000 personnes, en gros, on parle d'accidents à Nice, c'est 40 000 personnes, à Marseille, c'est 60 000, à Lyon, c'est 50 000. Il suffit d'un con pour que tout ça soit bloqué. C'est insensé, quoi. Je veux dire, après, vous avez vu... c'est fouillé, les gens sont à peu près fouillés convenablement, il y a de la sécurité. Mais alors, c'est une bouteille d'eau, des briquets, on peut pas fouiller tout ça, surtout que les bouteilles d'eau, elles sont achetées dans le stade. Enfin, voilà, donc je trouve que, bien sûr, c'est une bonne réglementation. Après, moi, je suis... pour faire ce qu'ont fait les Anglais quand il y avait à l'époque des hooligans, c'est interdiction de stade à jamais, tout point. Je suis d'accord avec vous, je pense d'ailleurs qu'il faudrait peut-être privilégier des punitions individuelles plutôt que des punitions collectives, parce que là effectivement pour une personne qui se comporte mal, vous condamnez tous ceux qui sont autour, qui eux se sont bien comportés. Et donc puis, des peines plus sévères. Oui, et puis il y a un danger aussi sur le long terme. Si ça arrive à chaque match, comme on fait, il n'y a plus de match. Et puis ça coûte énormément d'argent. Ça veut dire que malgré tout, il y a énormément d'enjeux qui tombent à l'eau quand on arrête un match. Je ne pense pas qu'il faille toujours punir collectivement, par contre renforcer les peines pour les responsables d'actes délictueux. On peut les isoler et les arrêter. C'est ça, et les condamner beaucoup plus sévèrement. Peut-être oui, interdiction à vie. Une prise de conscience quand même. Ok, on est tous punis. Mais il y aura toujours des brebis galeuses, il y aura toujours des hommes qui se comportent mal. 80 €, je peux vous dire, vraiment ça m'embête. Moi, quand le match est annulé, j'étais à Nice cet été pour voir Nice-Marseille. Le match est interrompu et vous avez quand même, je sais pas, 400-500 personnes. Donc c'est pas une personne, 400-500 personnes qui rentrent sur le terrain à ce moment-là. Donc c'est pas une seule personne. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut franchement des grands moyens, je suis désolé, sinon on va avoir un vrai problème. Il va y avoir un vrai problème. On a annoncé une série de mesures pour renforcer la sécécurité dans les stades. Oui, aussi, mais... Une réunion qui s'est tenue avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, bien dans le micro. Le ministre des Sports, et donc on a une série de mesures. On va voir ce que ça va donner, mais effectivement, il faut plus de sévérité. Ça n'a pas forcément tout réglé, malheureusement.
La réglementation par rapport à ça, je ne vois pas d'autre réglementation que ce qu'ont fait les Anglais, où c'était encore, rappelez-vous, des centaines, des dizaines de morts dans les stades il y a 20 ans. Donc c'était autrement difficile, et ils l'ont vraiment, quasiment totalement réglé. Or, il y a autant de monde dans les stades en Angleterre. Jean-Luc, pas besoin d'aller en Angleterre, aller au PSG, au Parc des Princes. Il y a quelques années, c'était un scandale, vraiment, ce qui se passe dans les tribunes. Il y a eu le plan Le Prou il y a quelques années. Ça a mis du temps aussi, mais tu as raison, Alex. Voilà, ils ont nettoyé les tribunes. Allez, Noémie, un coup de gueule. Oui, alors c'est d'abord peut-être un coup de cœur et ensuite peut-être un coup de gueule. C'est sur cette fameuse réforme de l'irresponsabilité pénale qui a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale hier. C'était le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui l'avait impulsé déjà cet été. Il l'a porté, il l'a défendu. Il y a 4 jours maintenant, l'Assemblée nationale l'avait voté. Ensuite, c'est passé par le Sénat qui l'a aussi voté. Et donc là, c'est définitivement adopté. Alors expliquez ce que c'est. Qu'est-ce que ça change définitivement ? Qu'est-ce que cette réforme change ? Jusque-là, une personne pouvait bénéficier, si vous voulez, de l'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle est fou. On le sait depuis le Moyen-Âge, on ne juge pas les fous. Mais une personne pouvait bénéficier donc de ce régime d'exception, c'est-à-dire de ne pas avoir de procès aux assises. Eh bien, si cette personne, évidemment, pendant qu'elle avait commis un acte délictueux ou un meurtre, eh bien, avait présenté les signes de différents troubles. Mais la loi ne faisait pas la distinction sur l'origine du trouble. C'est-à-dire que si à ce moment-là, vous aviez eu une décompensation, si à ce moment-là, vous aviez eu une crise de folie, disons-le sérieusement, une vraie crise de démence, eh bien, on ne faisait pas la distinction si cela était la conséquence, par exemple, d'une prise de cannabis, d'une prise d'alcool, ou cela était dû simplement au système psychique qui avait décompensé à ce moment-là. Qu'est-ce que cette loi, elle change ? Eh bien, maintenant, il y a une distinction sur l'origine du trouble. C'est-à-dire que, comme dans l'affaire Sarah Halimi, c'est-à-dire qu'un meurtrier qui prend du cannabis, qui prend beaucoup de cannabis, on sait que le cannabis agit sur le système psychique. Le système... Donc à ce moment-là, ça agit sur le système psychique, ça l'a rendu, ça a provoqué une crise de démence. Il a tué Sarah Halimi et cet homme-là ne sera jamais jugé. Eh bien, cette loi change les choses. À partir de maintenant, un homme qui commet un acte et qui à ce moment-là perd ses moyens, eh bien, s'il a lui-même volontairement créé son intoxication, eh bien, cet homme-là finalement pourra être jugé. Peut-être le petit coup de gueule, c'est que cette loi n'est évidemment pas rétroactive. Et donc l'assassin de Sarah Halimi, qui lui, après du cannabis, a tué, ne sera jamais jugé. Il est en hôpital psychiatrique et il fait sa vie. Ouais, parce que celui qui fumait du cannabis pouvait être jugé irresponsable au moment des faits. Mais ça risque d'être aussi une bataille d'experts. Mais en tout cas, la loi maintenant... Maintenant, la loi le dit. Et d'ailleurs, il l'avait bien expliqué, le garde des Sceaux. Pour défendre cette loi, il ne s'était pas uniquement appuyé sur l'affaire Sarah Halimi, il s'était aussi appuyé sur les terroristes, par exemple, qui souvent, dans Daesh, prenaient du Captagon, ils prenaient des médocs pour se donner la force, si je puis dire, d'aller commettre des attentats. Et son argument, c'était de dire un terroriste qui se shoot avant d'aller tuer quelqu'un, on ne peut pas considérer que ça le dédouane de sa responsabilité. Donc là, eh bien, c'est une précision qui est plus que bienvenue. Oui. Non, c'est très clair. C'était d'ailleurs, suite à l'affaire Halimi, un engagement du président de la République de mieux encadrer la responsabilité pénale. Donc, là, la politique, elle fonctionne bien, du coup. Vous voyez, au moins les pouvoirs publics réagissent et c'est plutôt encourageant. Maintenant, comme l'a très bien dit Noémie, c'est dommage que ça soit pas rétroactif parce que cette affaire de Sarah Halimi, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Pourquoi vous dites heureusement, Jean-Luc ? Les lois rétroactives sont très dangereuses, je peux vous dire. C'est très clair. Vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, dans ce cas précis, je ne m'en félicite pas. Je suis pas heureux en disant. Mais non, c'est pas possible. Sinon, on revient en arrière. On refait tous les procès. Moi, deux coups de gueule. Un sur la sécurité dans les centres commerciaux. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu un article ce matin dans Le Parisien, mais je l'ai noté moi-même. C'est-à-dire que on a eu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a alerté sur un risque terroriste très élevé. Il a demandé le renforcement de sécurité dans certains lieux. Et depuis le Covid, alors on a eu la période où on regardait, où on vous donnait du gel. Il y a eu la période où on contrôlait dans certains endroits les passes sanitaires. Et puis là maintenant on rentre dans les centres commerciaux, dans les magasins sans aucun contrôle des sacs. Alors vous allez me dire ça servait peut-être pas à grand chose, mais en tout cas ça a complètement disparu. Je pense que vous l'avez remarqué les uns et les autres, non,
Sur certains grands centres commerciaux à Marseille, oui. Après, Valérie, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Non, mais c'est très intéressant ce que vous pointez là, parce qu'effectivement, on voit que les mesures du Covid ont pris le pas sur les mesures entre guillemets antiterroristes. Moi, je l'ai vu aussi beaucoup en Israël, ça m'a étonné, parce que on peut pas à la fois donner le gel, à la fois vérifier le pass, à la fois vérifier le masque, vérifier le sac. On n'en sort plus, donc ils ont dû choisir. Et effectivement, avec l'urgence du Covid, le sanitaire a pris le pas sur la sécurité face aux enjeux terroristes. Oui, c'est vrai que nos forces de sécurité sont aussi mobilisées avec ce contrôle du pass sanitaire. Donc là, c'est pas les forces de sécurité. Juste un exemple à Marseille. Là, c'est l'entrée dans les magasins. Vous allez chez Darty ou chez Boulanger en face. Là, il n'y a aucun contrôle. Quand on parle du contrôle, par exemple, du pass sanitaire, vous savez que nos forces de l'ordre sont mobilisées aussi pour vérifier les choses dans les restaurants, les cafés. Donc effectivement, ils sont totalement mobilisés sur une période, comme vous le disiez aussi, d'attentats terroristes élevés. Il y a le pass sanitaire. Après, moi, je crois que c'est pas partout. Moi, je crois que les mesures ont été maintenues aussi dans encore de gros centres commerciaux. Je peux vous dire que Beaugrenelle qui est en face, il n'y a rien. C'est vrai qu'ils vérifient plus les sacs. La dernière fois qu'on a vérifié mon sac, c'est quand c'était dans une mairie en fait. Dans une mairie, effectivement, dans un lieu public. Mais sinon, c'est vrai qu'on vérifie plus les sacs. On vérifie. Non, mais c'est un paradoxe par rapport au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui nous disait la menace n'a jamais été aussi élevée et il faut vérifier. Puis la deuxième chose, alors ce sont les tests, les autotests ou même les tests antigéniques. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Paris, mais vous pourrez nous dire comment c'est à Marseille. Si vous voulez faire un test antigénique, il y a des queues, des files où il faut attendre des heures et des heures, ou alors il faut tomber sur la bonne pharmacie. Alors moi, comme je voulais me faire tester comme je suis enrhumée, je me suis dit, je vais aller faire un autotest. Je vais demander un autotest en pharmacie. J'ai fait 5 pharmacies, il n'y en avait pas. Pénurie. Et la dernière, une dame très sèche m'a dit, oui, mais c'est 1 par personne. Donc il y a pénurie d'autotests aujourd'hui. Donc là aussi, paradoxe, où on nous dit vigilance, faites-vous tester pour les fêtes. Il n'y a pas d'autotest, donc comment on fait? Je sais pas. Vous venez à Courbevoie. Non, dans une pharmacie à Courbevoie, il y en a. Vous êtes sûr? Parce que moi j'en ai fait 4, j'habite aussi en banlieue, j'en ai fait 4, les 4 de ma commune, il n'y en avait pas. Donc oui, Jean-Luc, c'est comment chez vous? Écoutez, c'est amusant, mais faut pas tant que ça d'ailleurs. Ma femme a voulu faire un autotest, elle travaille encore, elle, contrairement à moi, pour aller au boulot, et elle va à la pharmacie, très sympathique, et elle sentait qu'elle avait un rhume et tout ça. Et la pharmacienne lui dit « Ah non, un autotest, si vous avez déjà les premiers symptômes, ça ne sert à rien. » Ah bon, alors c'est bien. Ça nous rassure. Non mais bon, tout ça c'est un peu le cafouillage général autour de ça et puis de ces autotests, en tout cas dont on nous a recommandé l'usage pour les fêtes de Noël et qui visiblement il y a pénurie du réactif, me dit-on. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un petit instant. Allez, on va passer sur un truc un peu ludique. Avec qui aimeriez-vous passer le réveillon? Je vais relever les copies dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous. On attend l'intervention de Christiane Taubira. Va-t-elle se déclarer candidate à l'élection présidentielle, candidate au rassemblement des gauches? On devrait savoir ça dans quelques instants. Je voulais qu'on revienne sur un sondage qui a lieu pratiquement tous les ans. Avec quelle personnalité politique aimeriez-vous passer le réveillon? Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Anne Hidalgo. Allez, on va commencer avec vous. Franchement, Alex. J'ai pas envie de parler de politique pendant les vacances, donc avec personne. Avec personne. Non, franchement, avec personne. Et puis on va en parler beaucoup après les vacances, donc ça va. Bon, vous essayez, vous êtes langue de bois, vous en sortez. Non, mais si je dois choisir. Si vous devez choisir. Voilà. Honnêtement, parce que j'en ai interviewé pas mal de tous ceux que vous venez de citer, à part Emmanuel Macron. Donc potentiellement Emmanuel Macron, ça m'intéresserait de passer le réveillon avec lui. Et sinon, sur les gens que j'ai interviewés que vous avez cités derrière, Yannick Jadot est vraiment très sympa. Voilà, très sympa. Donc. Vraiment très sympa. C'est marrant parce que Sophie de Menton, qu'on ne peut pas soupçonner d'être tellement pro Europe Écologie Les Verts, a dit que c'était aussi la personne qui avait conquis le plus facilement son auditoire de chef d'entreprise, qu'il était plutôt très bien. C'est intéressant et surprenant et ça montre aussi que voilà, exactement comme il disait, on reviendra là-dessus, mais ce que disait Christine Kelly sur Éric Zemmour, c'est qu'il y a des gens qui sont encore capables de distinguer les idées des personnes. Ça, je trouve ça important et bien. Donc voilà, on peut très bien, je pense, apprécier Yannick Jadot sans apprécier ses idées. C'est une bonne chose et
Alors, ça doit pouvoir être possible. Moi, j'aurais pensé à quelqu'un qui n'est pas dans cette liste, mais éventuellement Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on doit bien se marrer avec lui. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez qui a une personnalité assez forte et en même temps assez drôle, assez sympathique. En tout cas, c'est quelqu'un avec lequel j'aurais aimé passer un réveillon. Et peut-être, je suis peut-être celle qui me paraît le moins sympathique, ça reste toujours, moi, Anne Hidalgo, qui me paraît toujours, qui me fait peur. En fait, je pense que je l'imagine plutôt dans les cauchemars. Vous savez, il paraît qu'elle est très gentille aussi, qui surgissent de nulle part. Moi, ce serait Anne Hidalgo, quoi, qui me. C'est vraiment un personnage politique que je connais uniquement par ses représentations publiques. Hein, et ça vous donne pas envie? Non, pas du tout. Est-ce que je vous pose la question, Aurélie? Non, je ne vais pas vous surprendre sur la réponse. Aurélie, bien sûr, le président de la République, voilà, qui est sympa, qui est dynamique, qui est humain, qui a aussi cette puissance intellectuelle. Donc, moi, Oui, mais un repas de réveillon, c'est pour se marrer. Oui, mais c'est quelqu'un qui aime bien se marrer. Bon, d'accord. Jean-Luc? Yannick Jadot, forcément? Non. Non, je les connais, ça va, j'en ai vu un paquet suffisamment dans ma vie politique. Donc vous faites comme Alex, vous dites personne. Allez, parce que je joue, mais sinon j'ai failli vous répondre Martin Fourcade. Donc, mais non, je joue le jeu, Valérie. Philippe Poutou. Ah oui, c'est vrai. Alors il n'est pas dans la liste, en tout cas dans ce que j'ai. Je vais vous révéler. Emmanuel Macron arrive en tête avec 17%. Marine Le Pen avec 12%. On a des auditeurs qui nous disent oui, avec ses chats, ça doit être sympa. Éric Zemmour 11%, Valérie Pécresse 10%, Jean-Luc Mélenchon 9%, Anne Hidalgo 7%, Yannick Jadot 6%. Vous voyez, il arrive en dernière position. Pourtant, il n'y a pas Jean Lassalle non plus. Il n'y a pas Jean Lassalle non plus. Oui, pourquoi pas Jean Lassalle? Jean Lassalle, je pense qu'on doit bien manger en plus. Et Marine Le Pen qui a une image qui s'améliore, en tout cas 12%. Elle arrive derrière le président de la République. Elle apparaît comme quelqu'un d'assez sympathique. Éric Zemmour, on va en parler. Il était invité hier de l'émission de Cyril Hanouna sur C8 face à Baba. Il était. Alors c'est un nouveau format. C'est vrai que ça faisait drôle de voir le hashtag face à Baba. Cyril Hanouna qui a proposé, Alex Darmon, un nouveau format d'émission politique avec 10 personnalités, soit des opposants, soit des sympathisants ou des gens qu'il connaissait, comme Éric Nolot ou Christine Kelly, et puis d'autres comme Mathias Vargon, le médecin urgentiste, ou Éric Revel, spécialiste des questions politiques, ou Aymeric Caron. Ça a cartonné, ça a fait 2 200 000 téléspectateurs, 10% de part de marché. C'est arrivé devant France 2, si je vous dis pas devant Envoyé spécial. C'est bien plus fort que les émissions politiques de France 2 d'ailleurs. Bah oui, quand on compare, alors proportionnellement, parce que pour C8, c'est un score considérable, énorme. Donc ça veut dire qu'il y a eu une pointe à 2,5 millions. Vous qui avez l'habitude aussi d'analyser les émissions politiques, vous en avez pensé quoi? Non mais déjà, juste face à Baba, je trouve ça exceptionnel. On se dit il y a 10 ans, les candidats c'était Hollande-Sarkozy, 10 ans plus tard, on se retrouve chez Hanouna avec Éric Zemmour pour une émission qui s'appelle Face à Baba. C'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé en 10 ans. Non mais d'abord, il a eu raison Zemmour d'y aller. Franchement, il a rien à perdre. Ce matin, les scores sont bons sur les audiences. Il a fait parler de lui pour la première fois. Moi, je suis pas fan de Cyril Hanouna, mais il faut reconnaître que pour la première fois, Cyril Hanouna propose un vrai concept. Il propose un vrai format où il y a 10 personnalités qui viennent débattre face à l'invité et où il y a des échanges et il se passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses et peut-être pas que des bonnes choses d'ailleurs, parce que ça lance la campagne présidentielle hier soir. Pour moi, cette émission, et c'est d'une violence quelquefois sur le plateau. Ça annonce une campagne présidentielle. Très violente. Et en coulisses aussi, puisqu'on apprend là sur le site de Jean-Marc Morandini qu'il y a eu des affrontements assez violents, enfin pas physiques, mais des insultes, Raquel Garrido et Alexis Corbière qui ont traité de connard le représentant des jeunes avec Zemmour. Donc visiblement en coulisses c'était aussi extrêmement tendu. Mais c'est vrai que c'était un format différent, Noémie Alioua. Oui, complètement. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai regardé l'émission moi sur mon téléphone. Et donc je me suis connectée sur le site de C8 et il y avait écrit émission de divertissement. Il n'y avait pas une émission politique. Donc on voit vraiment qu'effectivement c'est un renouvellement des genres, c'est même un mélange des genres, parce que vous avez à la fois du divertissement avec la musique d'entrée un peu rocky, avec Cyril Hanouna qui essaie de faire des blagues, et vous avez en même temps des problématiques très politiques avec des vrais affrontements, parfois des vraies violences. Vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous Alex Darmon, il y a eu des moments extrêmement violents, notamment avec Aymeric Caron. J'étais mal à l'aise devant mon écran, c'est quand même assez rare. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé c'était pendant le
débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quand il y a des moments comme ça où vraiment on sent la violence, on a l'impression de presque sentir les coups, et c'était vraiment difficile. Je pense pas du tout qu'on gagne à faire des débats aussi violents, mais malgré tout, c'est bien qu'il y ait des débats parce que les affrontements sont toujours mieux dans des débats comme ça plutôt que dans la rue ou par des insultes comme il a pu y en avoir à la fin de l'émission. Ouais. En tout cas, c'est un renouvellement des genres, c'était intéressant à regarder. Après, bon, on a beaucoup entendu Éric Zemmour, on a l'impression de le connaître, parce que c'est quelqu'un qui s'est exprimé pendant des années et qui ne fait rien de plus que dire ce qu'il a toujours dit. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément surpris, et bon, c'était intéressant, et on verra la suite des prochains candidats. En tout cas, vraiment, c'était très rythmé, très jeune, et surtout, c'est intéressant de voir ça en comparaison avec l'interview d'Emmanuel Macron la veille ou 2 jours avant, qui était beaucoup plus institutionnelle. On a 2 réactions. Olivier Null, l'émission fut très réussie et bien rythmée. Le problème reste les aboiements d'une gauche hystérique. Ça a disparu. Les commentaires s'en vont au fur et à mesure. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les gens ont trouvé que c'était une émission qui était plutôt réussie et qui proposait un format différent. À quand le face à Baba, face à Macrotte, nous dit notre auditrice. Donc c'est Macron, je pense que vous vouliez dire. Votre clavier a dû zapper, mais effectivement, est-ce que ça peut être un format qui continue? Vous en avez pensé quoi? Vous l'avez regardé? J'ai pas vu, parce que moi j'ai lancé mon comité de soutien à l'action du président hier soir, donc j'étais en réunion publique. Aurélie Taquillin. Mais moi je crois qu'un président de la République, il doit parler à l'ensemble des Français, et donc il doit pouvoir s'exprimer sur tous les médias. Et Cyril Hanouna, il propose un format original, d'ailleurs qui capte un public plus jeune aussi. Et quand je vois l'abstention... 2,5 millions, ça veut dire qu'il a capté un peu tout partout. Je pense qu'il a capté tout le monde. Donc ces formats sont intéressants. D'ailleurs, il y a beaucoup de porte-parole, dont Prisca Thévenot, dont Marlène Schiappa à l'époque, qui mais là, hier, c'est vrai que le fait de lui mettre des gens qui sont en prise avec leur sujet, c'est-à-dire un urgentiste... c'est très intéressant, ces formats, c'est dynamique. La ministre... Alors, le truc, c'est le chrono qui tenait pas vraiment la route, parce que c'était comme ça, mais c'est. Enfin, Jean-Luc Benamias. C'est désespérant. Bon, vous avez ça montre l'état de la classe politique française. Même pas question une seconde que je regarde ce genre d'émission, mais pas une seconde. Mais pourquoi? Mais parce que c'est Éric Zemmour, si ça avait été Yannick Jadot. C'est la déqualification généralisée du monde politique et de la République auquel je crois. Et sérieusement, à ce niveau-là, c'est pas ça qui va pousser beaucoup de gens à aller voter, à avoir conscience de l'importance du vote. Je le dis parce que je le pense sérieusement. Nous avons des débats, Valérie, autour de cette table à Sud Radio régulièrement avec vous, qui sont des débats polis, sensés, qui se tiennent, où les gens s'écoutent, où les gens ne s'insultent pas. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ce genre de débat où il y a, derrière tout ça, la société du spectacle. Eh bien, la politique, ça n'est pas un spectacle. C'est sérieux et ça doit répondre à des questions sérieuses. Et à ce niveau-là, ce petit jeu, vraiment, si on veut continuer à avoir une abstention considérable dans le pays, continuons comme ça. Voilà, je le dis de manière un peu énervée. Je m'excuse, ça ressemble à la pub que je vois régulièrement à la télé. T'es un peu énervé, mais excusez-moi, je suis pas pour autant énervé. Mais non. Mais attendez, est-ce que vous pensez que ça a commencé hier soir, quand vous avez Macron qui reçoit Big Flo et Oli, Carlito, qui font des roulades dans l'Élysée. Au bout d'un moment, ce n'est que l'aboutissement de cette dégénérescence du système politique. Mais le coup de com' permanent, c'est le livre d'Arnaud Bénédicte. Et c'est que dans la droite lignée de ce qui a été déjà commencé depuis très longtemps. Il n'y a rien de nouveau. Je suis d'accord avec vous sur le diagnostic, mais si vous voulez, ça date pas d'hier, ça date pas de cette émission avec. J'ai un vrai problème en disant que le président a reçu McFly et Carlito, et donc il a désacralisé la fonction. Enfin, Mitterrand en 87, il avait reçu Patrick Sébastien et Laurent Gérard à l'Élysée. Devant l'Élysée, ils étaient venus déguisés en travesti, on n'avait rien dit, ça faisait rire tout le monde. Là, c'est McFly et Carlito, les nouveaux Patrick Sébastien et Laurent Gérard, je sais pas s'ils apprécieront. Et ça, tout le monde s'élève, tout le monde dit bon, ça va. Faut que tout le monde se détende un petit peu. Je pense aussi, je suis d'accord avec vous sur le fait que hier soir, pour le coup, les débats vont trop loin, tout le monde s'énerve. Ça, c'est pas comme avant. Non, mais maintenant, la vraie force du programme.
Non, mais la vraie force du programme hier soir, oui, peut-être. Mais la vraie force du programme hier soir, c'est le casting. Je suis désolé, mettre face à Éric Zemmour, qui est candidat à l'élection présidentielle, qu'on soit d'accord ou pas, une ministre, un comédien comme Mathieu Kassovitz, j'en passe, Émeric Caron et d'autres, et Alexis Corbière, c'est quand même ça aussi la politique. C'est d'amener des débats entre ces gens-là. Oui, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien aussi dans ces débats. On puisse projet contre projet s'affronter, mais toujours. C'est pas projet contre projet, tout ça n'est pas un jeu. Nous sommes dans une société du spectacle qui fait que tout ça est un jeu. Et Hanouna l'utilise à merveille, cette espèce de jeu permanent. Moi, je ne suis pas en train de jouer quand je fais de la politique. Bon, ben c'est dit, ça fait réfléchir ce que vous dites. C'est une façon de voir effectivement. Mais est-ce que c'est inéluctable? Est-ce qu'on va vers cela? Quand vous avez l'invité mystère sur France 2, c'est aussi dans ce sens-là. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio. On va parler de Christiane Taubira qui va proposer sa candidature à la présidentielle. Elle a pris la parole ce matin pour dire rendez-vous en janvier. Voilà. Mais qu'elle envisageait d'être candidate au Rassemblement de la gauche et à la présidentielle. On va en parler dans un instant. Vous m'avez secoué, Jean-Luc Benamias, dans votre analyse. Qui est très très juste sur ce que vous dites de l'émission qu'il y a eu hier et la prise de conscience on le découvre pas, la société du spectacle, non. Mais c'est un aboutissement. Un aboutissement de ce que disait Noémie, de quelque chose qui existe depuis un petit moment. Hein. Oui, c'est une logique qui a été amorcée déjà depuis des années, pour pas dire des décennies. Donc il y a une déliquescence générale qui est du milieu politique, mais de façon beaucoup plus générale. Donc là, si vous voulez, c'est un symptôme parmi d'autres choses. Vous avez raison sur votre diagnostic, encore une fois, mais ce n'est pas que ça. Je veux dire, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large. Ouais. Au-delà de la société du spectacle, excusez-moi, mais je vais m'inscrire en faux là-dedans. Pour moi, c'est la société du clash, en fait. Enfin, c'est ce qui s'est passé hier soir. Mais c'est lié. Le clash, ça fait partie de la société du spectacle. Je suis désolé, mais c'était fait pour qu'il y ait du clash. Oui, mais c'est la société du clash. C8, hier soir, est très fort avec Cyril Hanouna parce qu'ils font du divertissement politique, ils font un score qui est très important. Ils avaient déjà fait l'événement en 2017 avec Au Tableau, l'émission, où là, il n'y avait pas de clash. C'était que du spectacle. Mais là, pour moi, en 2022, aujourd'hui, c'est vraiment le clash hier. Hier soir, c'est les clashs, ça s'enchaîne sur le plateau. Alors vous avez au milieu Christine Kelly, Éric Nolot qui vient dire du bien de son copain pour mettre une petite respiration. Mais au final, ce que les gens regardent, ce que retiennent sur les réseaux sociaux, c'est le clash. Donc au-delà du spectacle, c'est quand même le clash qui a gagné hier soir. Voilà. Ouais. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hier soir, ils ont réussi leur pari. Je dis pas que c'est bien, attention, je dis pas que c'est bien. Je dis simplement que les gens qui regardent hier ne regardent pas France 2. Ils regardent pas l'émission politique à côté. Voilà. Donc il faut tirer des conclusions. Soit on arrête de parler de politique et vous verrez que l'abstention montera à ce moment-là. Soit malheureusement, on met les débats et on met les débats comme les gens veulent l'entendre. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Je partage totalement. Ça capte. Les gens qu'on n'arriverait pas à capter sur d'autres canaux. Moi, je m'étais fait aussi. Mais est-ce que ça serait la même chose si on a Valérie Pécresse, si on a le président de la République, si on a Anne Hidalgo? Est-ce que c'est la personnalité d'Éric Zemmour? Mais ça va être un vrai enjeu pour Cyril Hanouna et son équipe maintenant. Est-ce qu'il va avoir tous les candidats? Franchement, moi, je pense que ça va être compliqué de convaincre Marine Le Pen de venir dans ce genre d'émission. Je suis pas sûr que ce soit la plus réticente à. Non, parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt. Quel intérêt elle a, Marine Le Pen? Il s'agit de toucher à des électeurs qui n'ont pas l'habitude de regarder des émissions politiques, des jeunes, des gens qui sont dépolitisés. On touche à un public qui est beaucoup plus large, ça peut être intéressant pour tous les candidats. Mais vous avez raison, Éric Zemmour, c'est un habitué. Il connaît par cœur les codes de la télé. C'est peut-être celui qui maîtrise le mieux exactement cette société du spectacle, puisqu'il a été pendant des années un grand polémiste à la télévision. Et d'ailleurs, dans sa vidéo de campagne, moi, j'avais l'impression d'être devant un film hollywoodien, quoi. C'est cette réflexion-là qu'on est en train de se faire maintenant. Je me l'étais faite en regardant son clip de campagne avec la musique, le texte, la mise en scène. C'était vraiment un petit film qu'on pourrait voir au cinéma, quoi. Et il maîtrise tous ces codes-là de communication très modernes. Et je pense, à mon avis, que les autres candidats vont vouloir eux aussi essayer de faire aussi bien que lui. Oui, c'est possible. Sacha nous dit au contraire, ça peut motiver les jeunes pour aller voter. Mais alors, voter pour qui? Il y a un journaliste du Parisien, Benoît Darangon, qui a remarqué que CNews n'avait pas fait de coupure, avait fait 6 minutes de pub, alors qu'ils avaient droit à 36 minutes. C'est 8, j'ai dit quoi? CNews. Non, c'est 8.
alors qu'ils avaient droit à 36 minutes, ils n'ont fait que 6 minutes de publicité, donc ils ont perdu de l'argent, et donc tout ça pour effectivement, ils récupéreront. Hein, c'est une création de format. Une création de format. Moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'ils aient fait que 6 minutes de pub hier. C'est une création de format, c'est un vrai pari pour la chaîne. Force est de constater que le pari est réussi, donc moi, ça m'étonne pas qu'ils aient fait 6 minutes de publicité. Après, j'en sais rien, peut-être que c'est parce que c'est Éric Zemmour aussi, hein, sans doute qu'il doit y avoir de ça. Moi, je le redis, je pense que tous les candidats à l'élection présidentielle doivent parler sur différentes chaînes, à différents publics. Oui, bien sûr, mais sauf que le format... Regardez le président de la République, c'est un échec total. 3 800 000 sur TF1 avant-hier, c'est un échec total. Moi, je veux bien qu'on parle des audiences, mais c'est les Français qui décideront. Enfin, voilà. Oui, Jean-Luc. Continuons à décrédibiliser le monde politique. L'abstention continuera à augmenter et tout ça ne sera plus qu'un grand jeu qui n'aura plus aucun intérêt. Monsieur Benamia, je ne savais pas un peu réac comme ça. J'apprécie. Réac de gauche, j'aime bien. C'est surtout que l'abstention, elle était là avant, excusez-moi, mais elle était là avant qu'il y ait tous ces problèmes et malheureusement, elle continuera après. Ah non, pas autant que ça. Oui, mais on les voit. Désolé. On a atteint des pourcentages d'abstention, notamment aux dernières départementales et régionales. Nous n'avions strictement jamais vu. Jamais vu. Ouais, mais vous avez tout à 30%. Je suis d'accord, mais là, pour moi, les dernières élections, elles sont pas le miroir de ce qui se passe dans la société française. C'était des élections intermédiaires qui n'intéressent pas les Français comme une élection. Malheureusement, tout le monde s'en foutait. Les gens étaient dans le Covid. Les autres élections intermédiaires, quelques années auparavant, le taux de votants au départemental et au régional était égal à plus de 60%. Et notamment au départemental, au milieu rural. Même en milieu rural, aujourd'hui, il y a... Je vais arrêter là parce que... Mais ça, c'est pas du tout lié à la société de spectacle, c'est lié à l'individualisme, c'est lié à tout un tas de raisons. Pas tous en même temps. Voilà. Ça me désespère. On sent votre colère, mais c'est vrai que c'est ce que vous avez raison. C'était le clash qui était recherché et c'est ce que. Mais vous voyez, plusieurs personnes m'envoient des messages en me disant, moi, je pense que Cyril Hanouna aura tout le monde. Ils ont intérêt à se montrer sous un autre jour, à se montrer différemment. Oui, mais je vous promets, tout le monde ne sait pas faire. Tout le monde ne sait pas faire, tout le monde ne veut pas se mettre en danger. Il y a aussi des sondages qui viennent participer à ça. Quand vous êtes Marine Le Pen et que vous êtes à 18 ou 19%, et que votre concurrent direct Zemmour est à 11 ou 12, pourquoi vous mettre en danger et aller en face à face à des gens qui ne vous aiment pas et qui vous allez vous faire taper dessus? Alors on va parler de Christiane Taubira. Je voulais juste vous faire écouter. Alors ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est en train de tourner partout. C'est ce qui s'est passé dans les coulisses de l'émission hier. Alexis Corbière et Raquel Garrido qui s'en sont pris au président de Génération Zemmour. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui a occasionné cette colère, mais ça ne va pas ça va plutôt dans votre sens, Jean-Luc Benamia. Écoutez. Connard! Franchement, ce que t'as fait ce soir, c'est honteux! Voilà, donc elle lui a dit va sucer la bite à ton chef et connard, elle l'a traité de connard. C'est une image qui va évidemment tourner et je pense qu'elle s'expliquera, elle dira pourquoi, mais enfin ça montre pas un niveau très élevé. L'ex-garde des Sceaux, donc Christiane Taubira, s'est exprimée ce matin. Elle a évoqué l'hypothèse, elle dit qu'elle réfléchit à se présenter comme candidate à la présidentielle, donc et rendez-vous en janvier. Tout ça pour ça? Vous pensez quoi? Elle prend pas beaucoup de risques. C'est une technique de communication assez connue. Elle lance un ballon d'essai. Exactement. Et vous voyez comment ça réagit, les réactions. Est-ce que ça fait frémir les sondages? C'est une technique de communication comme une autre qui consiste à lancer une possibilité et donc pas de prendre trop de risques et ensuite de voir comment ça agit. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Moi, je crois que les Français, ils en ont marre un peu des calculs politiques. On voit bien que la gauche aussi, aujourd'hui, elle est incapable de s'unir, quoi. Oui, mais alors est-ce qu'une candidate comme Taubira peut... depuis longtemps de proposer, de travailler et faire proposer des idées de fond. Donc voilà. Mais est-ce que Madame Taubira elle était créditée de 2%, Madame Taubira, c'est ça? Ça c'était un sondage hier. Après ça peut décoller. Des sondages, c'est Hidalgo qui est à 3%. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu, de voir. Et Stéphane me dit en plus, parce que nous on n'a pas pu voir, le message de Taubira a bugué en direct. C'était présenté. Il faut qu'elle engage un youtubeur comme vous, Alex Darmon. Non, mais c'est quand même quelle campagne bizarre. Franchement, moi je connaissais des
déclaration de candidature, mais les déclarations, j'envisage de me présenter, c'est quand même incroyable que le président fasse ça, qui se présente au mois de février. J'ai envie de dire, c'est un peu logique, ils l'ont tous fait avant lui, puis il est président jusqu'à la fin. Mais elle, si elle veut rentrer dans le jeu, ça fait 5 ans qu'on ne la voit plus. Il faut qu'elle rentre dans le jeu à un moment donné, pas qu'elle attende janvier pour voir si ça se passe bien. Alors je vous lis le texte exact de son message. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, et en caractère gras, mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais mes responsabilités. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous donne rendez-vous mi-janvier. Bon, c'est assez clair. C'est assez clair. Voilà, bonnes vacances. Jean-Luc, alors peut-être Jean-Luc Benamias. Deux choses. Le paysage politique français est fractionné, quel que soit le courant politique. Vous voulez que je fasse le tableau, c'est même pas la peine. Tout le monde est divisé. Plus Pécresse et Madame Pécresse va monter dans les sondages, et c'est le cas, plus ce qui se passera à droite, notamment à droite, autour de la République en marche, rentrera en crise. Je fais des prévisions. Ouais. Voilà. Donc l'ensemble de la classe politique française est divisé. Maintenant, sur l'état de la gauche, les choses sont très claires pour moi. Monsieur Jadot et monsieur Mélenchon iront au bout de leur candidature. On peut le regretter, mais ils ne le cessent de le dire et ils n'arrêteront pas. Ce qui fait que tout ce qui peut permettre aujourd'hui et faire espérer qu'il y aura des candidatures d'union de l'ensemble de la gauche me semble inefficace. Par contre, qu'il y ait des idées programmatiques en commun et qu'on travaille réellement sur les élections législatives qui ont lieu après la présidentielle pour voir comment on élabore un programme commun par rapport à tout cela et comment on devient un peu intelligent dans la gauche et les écolos pour ne pas fracturer l'ensemble après la présidentielle, c'est du domaine du possible. Mais au niveau présidentiel, je le redis, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, à ce que j'en sais, iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Et alors, qu'est-ce que ça va donner si Taubira se lance ? Rien. Elle va diviser un peu plus la gauche encore. Non, oui, je pense qu'elle se dit que là, il faut tout tenter pour essayer de sauver la gauche qui va se prendre une énorme raclée. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que disent les sondages. Oui, mais... Et donc, elle essaye quelque chose, mais sans essayer véritablement, puisqu'elle va même pas au bout de son idée. C'est un peu manquer de courage d'ailleurs, parce que là, elle va même pas, elle s'est pas encore présentée. Elle dit qu'elle va peut-être se présenter parce qu'elle attend de voir la suite s'il y a des résultats. C'est quand même bon. Voilà, elle prend pas trop de risques pour elle-même, mais j'imagine qu'elle est Et là, on ne sait même pas ce qu'ils proposent, en fait. C'est toujours pareil, on n'est pas sur le débat de fond. Ouais. On vote pas uniquement pour un homme ou une femme, on vote pour ses idées, pour le projet qu'il défend, pour ce qu'il va apporter au quotidien des Français. C'est ce qu'elle va faire pendant ses vacances, peut-être travailler à un programme. Non, mais c'est quand même une icône de gauche, faut pas l'oublier. Moi-même, le premier, j'en rigole et tout, mais c'est une icône de gauche, c'est une femme exceptionnelle. Franchement, il faut le dire, c'est une femme exceptionnelle. Donc, à quel niveau ? Au niveau de sa stature, de ce qu'elle représente à gauche, de ce qu'elle a fait dans sa carrière politique. Faut pas l'oublier, elle a quand même fait passer des textes, qu'on soit d'accord ou pas, attention, des textes qui sont importants, qui sont des textes sociétaux. Donc c'est une icône à gauche. Faut le reconnaître. Une icône politique, alors pas en littérature, parce que ces livres. Mais moi je parle de politique sur la campagne présidentielle. Donc c'est une femme exceptionnelle. Maintenant, moi ce dont j'ai peur, c'est que si elle se présente, ça soit une candidature témoignage. Voilà, bye bye. C'est la fin de la gauche, c'est fini, on fera 5, 6, 7% au mieux avec Taubira, alors qu'on aurait fait 3 ou 4% avec Hidalgo, et on aura sauvé les meubles. Voilà. C'est pour moi ce qui va se passer en fait si elle vient. Et elle connaîtra son image. Et c'est dommage, sincèrement. Mais vous pensez qu'elle... Oui, Jean-Luc ? Alors attendez, on va marquer une petite pause. Nous on passe la pub, hein, on est comme ça, c'est normal. On n'est pas, voilà, on a besoin un petit peu de sous. Donc on passe la pub et on revient dans un instant. Les débats avec vous, donc on évoquait l'allocution de Christiane Taubira ce matin qui envisage de se présenter à la présidentielle. Donc elle donne rendez-vous au mois de janvier. C'est un petit peu tout ça pour ça, mais on voit, et je regardais, je ne sais pas si on pourra avoir le son de cette vidéo. Jean-Luc, ça rejoint, c'est ce que disait Noémie pendant la pub, ça rejoint ce que vous dites sur cette société du spectacle. Elle parle sur Twitter, elle fait une vidéo Twitter où elle s'adresse directement aux Français. Donc on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans et pour moi c'était un regret parce que Christiane Taubira
est une grande dame. On l'a déjà dit, Alex l'a dit, et d'autres peuvent le penser. Je le pense aussi. Mais il y a des tempos dans la vie politique, notamment présidentielle. C'est pas dans 6 ans les présidentielles, c'est dans 4 mois, 4 mois et demi. Il y a des tempos. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va faire, Christiane? Elle va donc appeler Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Jadot qui a déjà dit qu'il ne se désisterait pas. Hein. Non, mais moi je le confirme. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Pour eux, la campagne a déjà démarré. Du côté des Insoumis et des Verts, la campagne est partie. Arrêter une campagne présidentielle, c'est extrêmement difficile. Surtout que, même s'ils ne font pas des scores formidables, globalement dans les sondages, les deux, que ce soit Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon, sont au-delà des 5% qui permet le remboursement des comptes de campagne, ce qui n'est pas inintéressant ni inopportun dans ce genre de campagne qui coûte extrêmement cher. Donc, c'est pour moi, structurellement, c'est trop tard. Malheureusement, c'est trop tard. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'élections législatives où là, il n'est pas trop tard. D'avoir une vraie gauche ou de vrais écolos représentés à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est très politicien ce que je dis. Voilà. Et je regrette que Christiane, dans sa réponse, j'ai pas eu le temps pendant la pub d'écouter les 3 minutes de son intervention, mais j'ai écouté le début. Au lieu de dire, bon, ok, ça y est, je fonce. Non! Rendez-vous le 15 janvier. Le 15 janvier, on sera encore plus proche de l'élection présidentielle. Tout ça est un brouillage total. Je le déplore. Hein. Je trouve ça, moi qui suis de gauche et écolo, je trouve ça extrêmement triste. Oui, c'est... Effectivement, on peut, mais en même temps, janvier, c'est peut-être pas si tard que ça non plus. Ça permettrait à Anne Hidalgo de sortir de façon un peu honorable, entre guillemets, de cette campagne qui est quand même très mal engagée pour elle. Yannick Jadot, ce matin, a dit qu'il ne se rallierait pas et qu'il ne quitterait pas, ce que vous venez de dire. Mais ce qui est normal entre nous, hein. Il a joué le jeu en 2017, il s'est retiré. Pourquoi ça veut se retirer alors qu'il est devant dans les sondages aujourd'hui ? Il y a aussi un pacte à respecter. Enfin, moi, je comprends qu'il se retire pas. Maintenant, sur Christiane Taubira, je suis désolé, maintenant ou en janvier, pour moi, c'est la même chose. Pour Hidalgo, c'est encore pire parce qu'elle va passer des vacances et un réveillon horrible parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait même pas. Enfin, ça veut juste dire une chose. C'est horrible à dire, mais la gauche est morte aujourd'hui dans le pays. Aujourd'hui, la gauche est morte. En tout cas, pour la présidentielle, j'entends. Et effectivement, je suis d'accord. Il faudra voir pour ce qui se passe pour les législatives. C'est peut-être le renouveau à ce moment-là. Mais la gauche est morte parce qu'elle a cessé de proposer et de travailler. Oui, et les grandes réformes, c'est taper sur Zemmour et défendre les grandes réformes. Forcément, ça suffit pas. Excusez-moi, mais si elle était morte, elle n'aurait pas gagné les européennes avec les écologistes, elle n'aurait pas gagné des mairies. Il y a quelques mois aussi, pareil, toujours avec les écologistes, avec d'autres partis, d'ailleurs socialistes aussi, qui ont gagné des mairies. Elle n'aurait pas gagné au régional encore d'autres régions, pas beaucoup, je vous le concède, mais elle en a gagné quand même. Donc non, elle a quand même proposé des choses, elle a quand même gagné. Le problème, c'est qu'elle est morte au niveau national. Il n'y a personne pour l'incarner. Et c'est une élection présidentielle, il faut quelqu'un pour incarner, malgré tout. Mais qu'est-ce qu'a Même si vous avez besoin d'un programme, il faut quelqu'un pour incarner. Je pense. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'a proposé Anne Hidalgo on a entendu la seule et unique mesure sur les enseignants, le doublement des salaires. Enfin, non, moi je crois que quand même le véritable sujet, c'est que les grandes réformes sociétales n'ont pas été assez portées. Et là, j'ai envie de dire que c'est sous ce gouvernement que beaucoup de choses ont été faites pour réduire les inégalités, pour protéger les Français. Bah, le dédoublement des classes, un truc très concret dans mon département, les Hauts-de-Seine. À Nanterre, le dédoublement des classes dans les quartiers difficiles, ça cible toute une génération. Ça permet très clairement d'aider les familles en difficulté, les enfants en difficulté. Et ça, c'est très concret, vous voyez. C'est concret, sauf que je vais vous lire le tweet de Georges Kuzmanovic, qui est donc candidat à la présidence de la République. Il dit 10 millions de pauvres, 7 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire, 300 000 sans-abri, un salarié sur 5 est précaire. Ce qui se passe en France, 5e puissance mondiale, et ce n'est toujours pas un sujet central de l'élection. Donc voilà, on peut pas dire que sur cet aspect-là... Je dis pas que tout est parfait. Je dis pas que tout est parfait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est aussi pour ça qu'il nous faut un deuxième quinquennat. Mais regardez le quoi qu'il en coûte. Regardez le quoi qu'il en coûte qui a permis quand même d'éviter que 400 000 Français tombent au-dessous du seuil de pauvreté. On a beaucoup protégé dans cette crise pandémique mondiale. On a protégé les salariés, les entreprises. On aurait eu un mur de faillite. Aujourd'hui, on a un taux de chômage le plus bas depuis 12 ans. Élément de langage.
Non, c'est la vérité. Moi, je suis une élue locale. Non, c'est des éléments de langage. Mais non, mais moi, je suis une élue locale. Dans ma vie, donc j'écoute ce que les Français me disent. Et je vais vous dire un truc, Jean-Luc. Qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi, j'entends dans la bouche des Français qu'il a fait le job. Job pendant cette crise sanitaire. Voilà. Là, je fais pas de politique. Si, c'est de la politique. Je redis ce que les gens me disent sur le terrain. Alors, je vous propose d'écouter les premiers mots de Madame Taubira. On a récupéré sa vidéo qui était sur Facebook. Écoutez. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces. Non, mais elle ira forcément. Non, mais donc justement, ce que dit Alex, si elle n'y va pas, c'est un peu ridicule. La fin de carrière politique pour cette femme. Pourquoi elle ne s'est pas déclarée maintenant et je donne rendez-vous à la rentrée. On va se préparer d'ici la rentrée, mais je viendrai et je serai candidate. Là, je sais pas. Oui, c'est un peu curieux cette manière de faire. J'ai fait le compte de ce qui compte. Elle a dit aussi, on ne l'avait pas dans le son, mais c'est assez étrange. Eh ben, on va suivre ça, hein, Jean-Luc. Évidemment. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve lundi pour d'autres débats. Très bon week-end.